Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Migrants et développement. Politique, pratique et acteurs en Belgique. Dans la collection Compétences interculturelles. Amanso et CBOLZMAN, accent aigu DS. Transnationalité et développement. Rôle de l'interculturel 2010, 222p. Kaadad, Amanso, Monsieur CKMANN, dire. Antagonisme et dialogues interculturels. Du constat des polarisations à la construction des cohésions, 2009, 250p. Eta Kismet. Belgique-Turquie, regard croisé sur mariage et migration, 2008, 144p. Monsieur Sarlet, Amanso, accent aigu DS, tourisme et diversité, facteur de développement, 2008, 158p. Bétison, des Indiennes en Europe. Valeurs et stratégies identitaires, comparaison Paris. Londres, 2008, 176p. J2 Pireux, Amanso, accent aigu DS, formation d'adultes et interculturalité. Innovation en pays francophones, 2008, 158p. Amanso édition. Valorisation des compétences et co-développement. Africain l'ES qualifié ES en immigration, 2008, 236p. Kaadad, l'intégration des musulmans en Suède. Un défi singulier pour une société multiculturelle, 2008,125p. S de Tapia, S Aggenul accent aigu DS, minorité discrète, diaspora en devenir. Kalmouk, kazakh et tibétain en France, 2008, 322p. ACHAOUITE, l'interculturel comme art de vivre. Fragment critique, 2007, 152p. H. Saïdi édition, les étrangers en France et l'héritage colonial. Processus historique et identitaire, 2007, 154p. J. de Changy, FDASSETTO, B. Maréchal, Relations et co-inclusion. Islam en Belgique, 2007, 240p. Monsieur Borne École, le accent aigu DS, recomposer sa vie ailleurs. Recherche-action auprès des familles primo-arrivantes, 2006, 214p. Amanso, processus identitaire et intégration. Approche psychosociale des jeunes issus de l'immigration, 2006, 188p. Amanso cohorte, turc en Europe. L'heure de l'élargissement, 2006,129p. Prieur, Jovelin et Monsieur Blanc cohorte, travail social et immigration. Interculturalité et pratiques professionnelles, 2006, 312p. Aelia, réseaux ethno-communautaires des Fulbe en Italie. Recherche de visibilité, logique associative et stratégie migratoire, 2006, 115p. S. Aggenul, religion de Turquie, religion des Turcs. Nouveaux acteurs dans l'Europe élargie, 2005, 193p. 50, Muller et S. de Tapia, accent aigu DS, un dynamisme venu d'ailleurs, la création d'entreprises par les immigrés, 2005, 311p. Amanso et SAMORANITIS, accent aigu DS, reconnaissance de l'islam dans les communes d'Europe. Action contre les discriminations religieuses, 2005, 200p, traduit en anglais. CH. PARTHOENS et Amanso, de Zola à Atatürk, un village musulman en Wallonie. Sherat Visé, 2005, 174p. JGATUGU, SAMORANITIS et Amanso, accent aigu DS, la vie associative des migrants, quelle reconnaissance? Réponse européenne et canadienne, 2004, 280p. Umanso dire. Reconnaissance et discrimination, présence de l'islam en Europe occidentale et en Amérique du Nord, 2004, 371p, traduit en italien. Amanso édition. Turquie vers de nouveaux horizons migratoires, 2004, 308p. Monsieur VATZ Laharoussi et Amanso, accent aigu DS. Jeunesse, citoyenneté, violence. Réfugiés albanais en Belgique et au Québec, 2003, 312p. Descrudson et Amanso, accent aigu DS. Compétences linguistiques et socio-cognitives des enfants de migrants. Turcs et Marocains en Belgique, 2003, 126p. Amanso. Compétences interculturelles des jeunes issus de l'immigration. Perspectives théoriques et pratiques, 2002, 182p. Compétences interculturelles.
est une collection destinée à présenter les travaux théoriques, empiriques et pratiques des chercheurs scientifiques et des acteurs sociaux qui ont pour but d'identifier, de modéliser et de valoriser les ressources et les compétences interculturelles des populations et des institutions confrontées à la multiplicité des référents socioculturels et au contact entre différentes cultures. Les compétences interculturelles se révèlent capitales, notamment dans le double effort d'intégration des personnes issues de migration, qui doivent à tout le moins se positionner à la fois par rapport à la société d'accueil et par rapport au milieu d'origine, eux-mêmes en constante transformation. Les travailleurs sociaux au sens large, les enseignants, d'autres intervenants, mais également les décideurs chargés des politiques d'accueil et d'intégration des migrants et des minorités culturelles, sont concernés par ce type de compétences professionnelles pour mener, à destination de ces publics, des actions de développement social et pédagogique efficaces. Même si l'objectif de la présente collection est prioritairement de faire connaître les travaux de l'Institut de recherche, formation et action sur les migrations, IRFAM, et de ses nombreux partenaires internationaux, cet espace d'expression est ouvert aux équipes pluridisciplinaires qui souhaitent contribuer à l'approfondissement des savoirs et des savoir-faire en matière de développement interculturel. Les publications en préparation couvrent divers domaines parmi lesquels interculturel, activités créatives et insertion. Migration et prévention des violences. Pour une éducation aux migrations équitables. Psychologie et migration, vers une synthèse. La collection bénéficie des apports d'un comité scientifique international qui a pour rôle d'évaluer les ouvrages et les chapitres d'ouvrages proposés pour publication, ainsi que d'initier des thèmes nouveaux. Le comité participe à l'orientation de la politique d'édition, de diffusion et de promotion de la collection. Les membres du comité sont Vara Christine, Bruxelles. Lilje Sirma, Université de Montréal. Boltzmann Claudio, Haute École spécialisée de la Suisse occidentale, Genève. Bulto Alain, Conseil de l'éducation et de la formation, Bruxelles. Cohen Émeric Margalit, Paris. Cosselin Pierre, Université de Paris 5. De Tapia Stéphane, Centre national de recherche scientifique et Université M. Bloch, Strasbourg. De Halou Pierre, Haute École namuroise catholique. Étienne Caroline, Namur. Franchi Vigée, Université de Paris 5. Gatougou Joseph, Centre d'action interculturelle de Namur. Germain Annick, Institut national de recherche scientifique, Montréal. Gersnorova Andrea, Université Charles de Prague. Gégelochage Collet, Université libre de Bruxelles. Élie Denise, Institut national de recherche scientifique, Montréal. Jacques Paul, Institut wallon de santé mentale, Namur. Kestelout Christian, Université catholique flamande de Louvain. Lalou Mohamed, Université de Lyon 2. Liégeois Jean-Pierre, Université de Paris 5. Louis Vincent, Université de Liège. Manso Oral, Facultés universitaires Saint-Louis de Bruxelles. Oguet Tania, Université de Fribourg. Raya Lozano Enrique, Université de Grenade. Rigoni Isabelle, Université de Poitiers. Santelli Emmanuel, Centre national de recherche scientifique, Lyon. Tisserand Pascal, Université de Metz. Villan Michel, Direction générale de l'action sociale et de la santé, Namur. Vulbo Alain, Université de Paris 10. Zemni Sami, Université de Gand. Assistance technique, Kevin Haddad, 4 motions et Churalzet. Collection. Compétences interculturelles. Fondé et dirigé par Altaïa Manso. Des mêmes auteurs. Amoranitis S. et Manso A. Migration et développement en Europe. Politique, pratiques et acteurs, Bruxelles, EUNOMAD 2010 128p. Accessible sur www.eunomad.org. Amoranitis S., Crutzen D., Manso A et al. Développer le mainstreaming de la diversité. Recueil analytique d'outils d'intervention pour la valorisation de la diversité, Liège, IRFAM 2010 208p.
Mansoa, Boltzmann C. E accent aigu DS, Diversité et développement Bruxelles, ed. Les politiques sociales 2009,128 p. Traduction en espagnol en cours. Poinceau Monsieur, AHI Grünler Y, Cosselin P. et Mansoa, E accent aigu DS. Les violences exercées sur les jeunes filles dans les familles d'origine étrangère et de culture musulmane. Le développement des capacités de négociation interculturelle et de la prévention, Allemagne, Belgique et France, Paris. Agence pour le développement des relations interculturelles, ADRI, 2002, 110 p. Traduit en allemand. Mansoa, Amoranitis S. E accent aigu DS, Diversité, jeunesse et développement social. L'insertion des jeunes d'origine étrangère à l'aube du XXIE accent grave S. Bruxelles, Communauté Wallonie-Bruxelles, 2002, 79 p. Épuisé. Gatougou J. Mansoa, Amoranitis S. Valorisation et transfert des compétences, l'intégration des migrants au service du co-développement. La population africaine de Wallonie, Paris, Turin, Budapest, L'Harmattan, Col. Logique sociale, 2001, 165 p. Mansoa, Sociographie de la population turque et d'origine turque, 40 ans de présence en Belgique, 1960 à 2000. Dynamique, problème, perspective, Bruxelles, Centre des relations européennes, ed. Européenne, 2000, 230 p. Traduit en turc et en néerlandais. Épuisé. Feldes, Mansoa, l'intégration des jeunes d'origine étrangère dans une société en mutation. L'insertion scolaire socioculturelle et professionnelle en Belgique francophone, Paris, Montréal, L'Harmattan, Col. Logique sociale, 2218 p. Mansoa, Amoranitis S. E accent aigu DS, Délégation par abandon Mons, ed. Les politiques sociales, 1999, 128 p. Traduit en espagnol. Mansoa, Intégration et identité. Stratégie et position des jeunes issus de l'immigration, Bruxelles, Paris, de Bock Université, Col. L'homme Litranger, 1999, 245 p. Épuisé. Mansoa, Valeurs et projets des jeunes issus de l'immigration. L'exemple des Turcs en Belgique, Paris, Montréal, L'Harmattan, Col. Logique sociale, 1998, 158 p. Mansoa et Mansohu sous la direction, Turc de Belgique. Identité et trajectoire d'une minorité, Bruxelles, Info Turc et CESRIM, 1992, 288 p. Épuisé. Mansoa, en collaboration avec Thirion à Monsieur, Dacosburg Monsieur H, Delange B, Pauvreté et scolarisation. L'exclusion socio-scolaire au niveau de l'enseignement fondamental en Belgique francophone, Bruxelles, aide de la Fondation Roi Baudouin, 1992, 165 p. Épuisé. Co-développement et interculturel. Une évolution de la coopération au développement. Altaï Manso. Dans les années 50, le modèle de développement occidental était considéré comme le meilleur et il fallait l'apporter aux pays pauvres, pour résoudre leurs problèmes. La décolonisation a cependant permis le déploiement d'une analyse de plus en plus critique de ce modèle. Plus les années ont passé, plus les observateurs ont été obligés de constater que, globalement, l'aide au développement était loin d'atteindre ses promesses. Partout dans les pays en développement, la corruption, l'urbanisation sauvage, l'insécurité alimentaire, les épidémies, les guerres, les renversements politiques à répétition sont légion et liés à une répartition très inégale des revenus, à la surpopulation, à une forte croissance démographique, à des taux élevés de chômage, à la violation des droits de l'homme, à des catastrophes naturelles, ainsi qu'à un faible niveau de gouvernance, Commission européenne 2002. La redistribution des ressources entre le nord et le sud de la planète est de plus en plus inégalitaire. Les politiques économiques continuent de barrer la route au développement des pays du Sud et d'appauvrir une grande partie de leur population. Les échanges commerciaux sont très inéquitables et spolient les populations du Sud de leurs richesses. On constate depuis longtemps que ce ne sont ni les aides humanitaires ni les politiques de coopération, ni celles de gestion des flux migratoires qui permettent à ces pays de se tirer de la situation préoccupante qui les caractérise. Ce n'est que vers l'an 2000 que l'insatisfaction liée à la coopération au développement commence à s'inscrire dans la conscience politique globale, à travers notamment la définition des objectifs du millénaire pour le développement, Nations Unies 2000. Ces 8 objectifs sont les suivants.
réduire l'extrême pauvreté et la faim, assurer l'éducation pour tous, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre le VIH-Sida, le paludisme et d'autres maladies, préserver l'environnement, mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Bien que plus ancien, le concept de co-développement commence à se populariser à peu près à la même époque. À travers lui, certains acteurs du secteur de la coopération tentent de mettre en relation deux phénomènes souvent traités distinctement l'un de l'autre: les migrations et le développement. Les motivations qui poussent les acteurs et les États à l'élaboration d'un tel concept sont multiples. Certaines sont philanthropiques et pragmatiques. Elles partent du constat de l'échec de la plupart des tentatives d'aide au développement des pays du Sud. La recherche de nouveaux paradigmes s'impose donc. Le développement équivaut au renforcement de futurs partenaires économiques. Mais il existe également d'autres préoccupations politiques qui poussent les États du Nord à investiguer de nouveaux scénarios de renforcement, par exemple, les poussées migratoires Sud-Nord. L'intention initiale peut ainsi être protectionniste. Comment prévenir les migrations? Comment organiser le retour des migrants chez eux? Comment protéger mieux le marché du travail au profit des nationaux? Elle peut également être opportuniste. Comment faire porter le coût du développement aux migrants originaires des pays du Sud? Nous abordons la question sous un angle différent qui nous semble être plus équitable, plus efficace, plus durable et plus interactif. Comment l'immigré peut contribuer au développement de son pays d'accueil et de son pays d'origine, Gatougou, Manso Amoranitis 2001-20 ? En effet, en tant qu'acteur singulier ou collectif, inséré dans de multiples réseaux, les migrants et les groupes issus des migrations sont à la base de nombreuses pratiques comme l'aide financière et matérielle de leur région d'origine. Ils sont vecteurs d'expériences, de compétences interculturelles, Manso 2002, et d'apprentissage spécifiques liés à leur parcours migratoire. Ces habiletés peuvent également être transférées vers les régions d'origine, Manso 2008. Mais il y a plus encore. Le migrant peut aussi jouer un rôle de pont entre ces territoires de référence et ainsi permettre également à son pays d'accueil un développement culturel, social et économique en rapport avec le Sud. Une autre conscience et une nouvelle sensibilité peuvent jaillir de ce rapport nouveau entre les peuples du Nord et les peuples du Sud. 1. Précision terminologique, des acteurs et des espaces. L'usage du mot migrant pourrait créer de l'insatisfaction, un sentiment d'ambiguïté ou à tout le moins une interrogation chez le lecteur. Appréhendée de manière classique, la migration est un fait social constitué par le départ de groupes humains d'un territoire, émigrés, pour s'installer sur un autre, immigrés. La phase de déplacement et d'établissement du fait migratoire qui est plus ou moins courte considère la position mouvante de ces groupes et les nomme migrants. Mais on imagine qu'une fois installés, les groupes de migrants perdent leur mobilité, reprennent racine et finissent par se sédentariser, eux et leurs enfants, issus de l'immigration, sur leur terre d'accueil. Dans certains cas, migration internationale extra-européenne, ils peuvent même acquérir la nationalité de leur nouveau pays devenant des personnes naturalisées, ou des nationaux d'origine étrangère. Aussi, il semble abusif de continuer à les nommer migrants, d'autant plus que, le temps passant, apparaissent les jeunes de la deuxième, troisième génération, qui finissent par se fondre dans la société de résidence. Ce mot s'inscrit ainsi dans une lignée de termes connotés, comme l'intégration, d'autant ceux qu'il désigne d'un caractère d'étrangeté irréductible, même par-delà les générations. Ce vocabulaire pourrait renvoyer vers une forme de déni. Venu en tant qu'étranger, devenu également étranger à son pays d'origine par l'absence et l'éloignement, le migrant est marqué, selon Sayad, 1999-377, par une double absence. Toutefois, l'observation de ces dernières décennies a montré que les migrations prennent des chemins plus complexes et longs que le déplacement direct entre un pôle d'origine et un pôle d'arrivée, englobant de plus en plus souvent des espaces de transit. Que les migrations peuvent enclencher des mécanismes de déplacement à la chaîne, occasionnant des flux continus entre divers territoires. Qu'elles peuvent intégrer, dans un contexte de plus en plus globalisé,
des séquences de retour plus ou moins longues, plus ou moins régulières et plus ou moins répétitives, une vie transnationale, en somme, faite de transhumance saisonnière, une sorte de nomadisme postmoderne. Que les migrations occasionnent aussi des phénomènes de transfert matériel et symbolique entre les espaces d'arrivée, de transit et d'origine et inversement, suscitant une circulation continue des personnes, des biens et des idées. Dans ce dynamisme, l'émigré, l'immigré, le naturalisé, ces enfants issus de l'immigration et leurs nombreux réseaux, locaux et internationaux, semblent bien être des participants présents actifs. Aussi, faute de mieux et ouverts à toutes les suggestions terminologiques futures, il nous semble judicieux, et d'un point de vue textuel, économique, de réhabiliter le terme migrant pour les personnes ayant vécu la migration elle-même, même si celle-ci peut être historiquement éloignée, et le terme post-migrant pour leurs enfants et petits-enfants impliqués par les effets de cette migration. Cette précision amène la nécessité de reconsidérer également la définition des pays d'origine et pays d'accueil. Puisque le schéma des déplacements n'est plus défini par une temporalité précise ni une direction spatiale donnée, puisque ces déplacements sont devenus des mouvements circulatoires changeants, couvrant des espaces multiples, puisqu'apparaissent des réseaux internationaux, des communautés d'origine étrangère, de nouvelles identités composites, Marocains de Belgique ou Turcs d'Europe, par exemple, on peut en effet s'interroger sur l'origine véritable d'un acteur, sur le caractère d'accueil des apostrophes. Un pays. Il faudra désormais que le vocabulaire épouse les contours protéiformes des visions, des discours, des trajets et des pratiques des acteurs concernés. Aussi, nous adopterons les autodésignations des acteurs puisque notre démarche est bien celle d'une identification des acteurs, des visions, des discours et des pratiques. On constatera alors que de très nombreuses associations faisant partie de l'étude présentée dans ce volume identifient clairement des espaces de référence en termes, d'une part, d'origine, et d'autre part, d'établissement. Qu'ils soient immigrés récents ou non, nés à l'étranger ou non, le pays d'origine ou celui des parents voire des grands-parents, plus encore, une région précise de ce pays, apparaît souvent, dans le cadre sélectionné de notre échantillon d'associations de personnes issues des migrations, comme une terre de référence chérie, au centre des préoccupations, régulièrement visitée, parfois appelant encore au retour, et bien entendu objet d'investissements divers en termes de projets de développement. Les associations et les personnes issues de l'immigration, observées dans les recherches dont les résultats sont détaillés dans ce livre, sont toutes, par définition, présentes en Belgique et y mènent une activité en lien avec divers partenaires, insérés dans divers réseaux. La Belgique où ils vivent et travaillent constitue bien leur terre d'établissement, à partir de laquelle leurs initiatives de développement les mènent dans certains cas vers d'autres espaces de référence. Développement ici, développement là-bas, sont des notions qui appellent à nouveau de nombreuses interprétations. L'observateur doit s'efforcer d'analyser les activités en prenant soin de préciser ce qui se passe ici, ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe entre ici et ailleurs, afin de ne pas tomber dans le piège consensuel d'une analogie lien, pont, passerelle, fenêtre, entre deux, une analogie par trop imprécise. Mais l'articulation ici-là-bas, par exemple, le développement local par l'insertion ici et la solidarité internationale là-bas, permet de voir les intersections, les rapprochements et les transversalités nord-sud, notamment. C'est par cette dualité que les migrants et les migrantes proclament une citoyenneté active sur les multiples territoires d'un même espace migratoire. Une double citoyenneté par une double présence dans l'entre-deux. Belle revanche sur la double absence de Sayad. Arrêtons-nous sur les notions de transit et d'entre-deux. Le transit concerne géographiquement des espaces traversés entre un pays d'origine et un pays de destination. Ces espaces ne sont pas tous investis de la même manière. L'entre-deux, en revanche, est moins palpable, selon Gonin 2007. Il peut avoir trait à des transferts immatériels, il incarne la circulation, la transformation, parfois l'indécision, le devenir. C'est une mobilité qui doit être considérée selon des temporalités particulières. Le lien migrant en migration est historique et ou permanent, les projets de solidarité et de développement étant fondés sur la mobilité et l'entretien du lien avec les localités, les régions et les communautés dans le pays d'origine. Le transit ou le passage, voyage touristique, visite de famille, etc.,
deviennent alors des lieux d'entre-deux qui servent à renforcer les liens ainsi qu'à construire et mettre en œuvre des projets concrets. Il s'agit encore de dire ce qui se cache derrière les mots d'usage commode tels que le Sud et le Nord, que nous écrirons avec une majuscule. Ces orientations géographiques sont par définition des notions relatives et changeantes, selon les positions occupées. Notre position se situe bien entendu au nord, dans l'Union européenne et singulièrement en Belgique. C'est notre ici. Aussi, c'est à travers la sociologie et l'histoire de ce pays que nous observons les réalités à étudier. Pour nous, le Sud ou là-bas, est majoritairement l'Afrique avec en particulier ses composantes maghrébines et subsahariennes, et plus particulièrement encore la rez-de-chaussée et ses proches voisins. Le Sud, c'est aussi un peu l'Amérique latine, pour autant que des associations de migrants de cette provenance, statistiquement peu nombreuses, s'investissent dans des projets relevant du co-développement. Enfin, le Sud peut potentiellement être aussi l'Est ou l'Extrême-Orient si les conditions qui viennent d'être énoncées sont rencontrées. En revanche, on voit que le Sud ne couvre pas les pays membres de l'Union européenne et couvre de moins en moins certains pays émergents à la porte de l'UE, comme la Turquie. Bref, le Sud, ce sont les pauvres selon des grilles de lecture économique, des pauvres qui peuvent néanmoins nous refléter une riche expérience afin d'interroger nos certitudes et autres incohérences. 2. Co-développement, une courte histoire. La France est parmi les premiers pays à voir apparaître le concept de co-développement. En 1981, Jean-Pierre Cot, alors ministre délégué chargé de la coopération et du développement pour le gouvernement français, déclare « Né à la fin des années 1970, le co-développement trouve sa place dans la réflexion des socialistes sur le tiers-monde. Elle combine la nécessité d'ajustements structurels dans un nouvel ordre économique international, la relation préférentielle avec certains partenaires favorisés, distingués soit en raison de la complémentarité de leur économie avec la nôtre, soit par la sympathie que suscite leur itinéraire politique, le désir de donner une traduction concrète, immédiate, permanente à la solidarité ainsi précisée, Le Masson 2008. Toutefois, Cot démissionnera en 1982 étant en désaccord avec la politique africaine de la France. Dans cette première définition, on ne perçoit pas encore le lien entre développement et migration qui ne sera introduit qu'en 1997, par Sami Nahir, également socialiste et délégué interministériel français au co-développement et aux migrations internationales. La politique de co-développement liée aux flux migratoires n'a pas pour but de favoriser le retour des immigrés chez eux s'ils n'en ont pas la volonté. Au contraire, leur présence légale en France est précisément la condition de l'aide efficace aux pays d'origine. Elle vise surtout à renforcer l'intégration en France tout en favorisant la solidarité active avec les pays d'origine, à créer les conditions sociales pour aider les migrants potentiels à demeurer chez eux. Elle signifie le dépassement de la coopération pour l'instauration d'objectifs communs. L'intérêt partagé de la France et des pays d'origine est de faire de l'immigration un vecteur de développement. Le Masson, 2008. Finalement, c'est en 2006 que le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, insistera sur la place du migrant au cœur du co-développement. Le co-développement est une double chance pour les territoires d'origine mais aussi d'accueil. Il s'agit d'un processus de développement partagé entre ici et là-bas. Les migrants constituent le pont entre le nord et le sud. Ils établissent un continuum entre la région d'origine, de transit et d'accueil. Ils enrichissent la sémantique de la coopération. 1. Le co-développement touche une réalité hétéroclite et sensible d'un point de vue politique. Par conséquent, il est difficile d'en proposer une définition unanimement admise. La France, par exemple, en donnait au départ une définition différente de celle du Conseil de l'Europe et de l'ONU. Dans ce pays, le Conseil des ministres a adopté en 2003 la définition suivante. Le co-développement concerne toute action d'aide au développement, quelle qu'en soit la nature et quel que soit le secteur dans lequel elle intervient, à laquelle participent des migrants vivant en France, quelles que soient les modalités de cette participation. Celle-ci peut intervenir à une ou plusieurs étapes du projet: conception, étude de faisabilité, financement, réalisation, évaluation. Le Masson, 2008. Cette définition sous-entend le fait que le développement ne se ferait que sur le territoire d'origine du migrant.
Le Conseil de l'Europe et l'ONU considèrent cette vision réductrice et préfèrent insister sur la réciprocité et l'échange, Manceau, 2008. Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe propose en 2007 que le co-développement soit défini comme toute action de développement social, économique, culturel et politique, fondée sur une collaboration entre les migrants, leurs organisations et leurs partenaires, publics et privés, à la fois dans les pays d'origine et dans les pays d'accueil, considérant qu'il s'inscrit dans le cadre global des discussions liées à l'intégration, aux migrations et au développement. Le Masson, 2008. Les Nations Unies, en 2006, insistent tout particulièrement sur le lien entre développement et migration. Les migrations internationales constituent un moyen idéal de promouvoir le codéveloppement, c'est-à-dire l'amélioration coordonnée ou concertée de la situation économique tant dans les régions d'origine que dans les régions de destination compte tenu de leur complémentarité. Le Masson, 2008. Le Forum français des organisations de solidarité internationale issues des migrations, FORIM, insiste, en 2007, sur le rôle des OCIM, Organisations de solidarité internationale issues des migrations. Les actions de co-développement mises en œuvre par les OCIM invitent à envisager sous un jour nouveau le rôle des migrants, celui de porteurs de projets et de relais entre pays du Nord et pays du Sud. Facteur d'intégration pour les migrants des pays du Nord, il permet de dynamiser les relations entre les populations d'ici et de là-bas. Le Masson, 2008. C'est aussi en 2007 qu'une douzaine d'ONG européennes regroupées sous le nom d'EUNOMAD, European Network on Migration and Development, l'ambassadeur français au codéveloppement, ainsi que le président du groupe de réflexion sur les migrations du Conseil de l'Europe se sont rencontrés à Paris et se sont mis d'accord pour définir le codéveloppement comme le développement, aussi bien des régions d'origine que d'accueil, par la mobilité, par les échanges, par les migrations. Un processus de développement partagé, simultané entre ici et là-bas, autour d'un positionnement renouvelé des associations de migrants, actrices de développement sur les deux territoires de leur espace de migration. Le Masson, 2008. L'idée de réciprocité entre les deux espaces est symbolisée alors par l'introduction du trait d'union dans l'orthographe du mot co-développement. Manceau, 2008. 3. Le co-développement, dans les champs de la coopération et des migrations. Plusieurs types d'actions et de recherches structurent les champs de la coopération internationale et des migrations. Ainsi, dans son sens général, la coopération internationale est la collaboration de deux ou de plusieurs États pour atteindre un ou des objectifs communs ou des objectifs de chacun des protagonistes qui supposent la participation des autres. La coopération se produit quand les politiques effectivement poursuivies par un gouvernement sont comprises par des partenaires comme facilitant la réalisation de leurs propres objectifs, comme le résultat d'un processus de coordination ou de négociation politique. On note que le degré de développement des États concernés n'intervient pas d'eux. La solidarité internationale est une forme de coopération internationale, soit un ensemble de relations d'entraide liant des collectivités situées dans des pays différents. Elle ne vise pas forcément le développement. L'aide d'urgence, par exemple, est une expression courante de la solidarité internationale. Les pays concernés peuvent, ici également, être d'un degré de développement équivalent. La solidarité internationale concerne toutes les initiatives collectives, publiques ou privées. La coopération au développement est l'ensemble des politiques et des pratiques des pays industrialisés, visant à aider d'un point de vue économique, culturel, technique ou financier les pays moins avancés, en vue de soutenir leurs efforts de développement. Cette coopération est une figure de la solidarité internationale entre États. La notion de développement mobilisée ici a connu de nombreuses interprétations selon les pays et les époques. Un survol des organismes belges qui s'inscrivent dans le champ de la coopération au développement permet d'avancer diverses définitions pour ce terme qui recèle les dimensions suivantes. Idéalement, on considère que le développement est l'action de progresser collectivement vers plus de bien-être et d'épanouissement. L'approche se veut globale, intégrée et transversale. Elle vise la transparence et la participation citoyenne, à travers notamment une démarche partenariale, dans le respect des valeurs locales et de l'intégrité écologique.
La coopération au développement tente de contribuer à l'efficacité économique durable des régions investies, pour plus d'équité entre les nations, les individus et les groupes. Évidemment, entre cette lecture théorique et les réalisations concrètes, il peut exister des biais importants. Le co-développement, enfin, est une expression relativement nouvelle, complexe et polymorphe de solidarité qui sous-entend une coopération entre entités privées et publiques situées dans des régions ou dans des pays différents. Ce continuum de relations internationales est ordonné selon un axe qui va du niveau d'intervention macrosociologique au niveau d'intervention microsociologique, les concepts situés plus près de la polarité co-développement par exemple, se fondant dans les concepts qui en sont plus éloignés, coopération au développement. Les notions les plus globales, solidarité internationale, couvrent ainsi en partie celles qui le sont moins, coopération au développement. Dans notre conception, le niveau micro renvoie au local, qui s'oppose au global et à son niveau d'étude macro. Le micro est l'étude de la petite quantité, du particulier, de l'exemplatif. Il se déploie dans la durée et dans l'approfondissement qualitatif, offre une compréhension précise et multidimensionnelle des mécanismes. Le macro, en revanche, est l'approche scientifique du global, de la grande quantité généralisable. Il offre une vue instantanée sur une situation portant sur une vaste région. Au niveau des pratiques concrètes, le micro renvoie à des pratiques localisées, spécifiques, concernant une petite quantité d'acteurs, là où le macro serait par exemple une expression politique globale surplombant les pratiques locales. Il en est ainsi des multiples interventions politiques, pratiques et scientifiques du champ des migrations internationales. Une partie de la vaste littérature et des nombreuses réglementations qui concernent les phénomènes migratoires s'attarde sur les effets des migrations sur le développement et inversement. Des politiques de développement, de migration et d'insertion sont donc mises en place pour soutenir des initiatives, réguler les flux et inciter les migrants au retour. Or, dans la pratique, il semble que le flux migratoire s'intensifie suite aux premières phases de développement étant donné que le changement déstructure le modèle économique en place et incite certaines catégories de personnes à migrer. Ce n'est qu'à plus long terme que l'on peut voir le mouvement migratoire ralentir et éventuellement s'inverser. Ceci montre combien les faits d'immigration, d'intégration et de développement sont liés dans un schéma complexe et sur la longue durée. La recherche qui autrefois appréhendait la migration selon des approches duales, société de départ versus société d'arrivée, société d'émigration et problèmes de développement, autochtones versus immigrés, etc., développe ainsi de plus en plus un point de vue dynamique. Le transnationalisme est par exemple un concept qui insiste sur la notion de circulation migratoire. Il tient compte de tous les espaces pratiqués par l'immigration, espaces d'origine, de transit et d'arrivée, et concerne autant les migrations de personnes que d'autres flux, biens matériels, services et biens immatériels comme informations, compétences ou encore d'autres éléments culturels. Gonin 2007, Manceau et Boltzmann 2009-2010. Cet intérêt se traduit de proche en proche par des approches microsociologiques et considère, depuis quelques années, les pratiques liant les destinées des régions d'origine et d'accueil, soit les pratiques de co-développement. Il s'agirait de pratiques de développement et d'intégration, où les migrants apparaissent comme des acteurs importants. Leur intégration dans le pays d'accueil renforce leur puissance d'intervention dans le pays d'origine, ce qui pourrait avoir à terme divers effets sur les tendances migratoires. Il est tout à fait possible que des migrants qui se déplacent d'une région à l'autre à l'intérieur de grands pays comme le Brésil, la Turquie, le Maroc, etc., entrent en relation de co-développement avec les personnes restées dans leur village d'origine. Peu de choses changent en fait dans cette configuration, par rapport à notre conceptualisation, si ce n'est que nous ne sommes plus dans le cas de migration internationale ou de relations transnationales. Autre cas de figure possible est l'intégration dans le schéma migratoire d'espaces de transit pour les migrants d'abord intérieurs, qui passent de leur village à une grande ville de leur pays, pour ensuite continuer vers l'étranger, migration internationale. Il s'avère que la grande ville de leur pays d'origine, souvent la capitale, sert de lieu de transit, de SAS, y compris pour les relations pays d'installation, village d'origine. Parfois, la ville de transit se situe dans un pays tiers. Cette relation triangulaire est courante dans les actions de co-développement,
et lie des groupes humains plus ou moins apparentés dispersés entre ces divers espaces. 4. Co-développement et rôle des migrants. Ces observations amènent à constater de nouveau que les migrants et les migrantes peuvent jouer un rôle important dans le cadre des échanges nord-sud ou ouest-est. Ils peuvent par exemple aider au rapprochement des peuples par l'instauration des dialogues et d'échanges, grâce aux compétences interculturelles développées lors de leur trajectoire migratoire. Susciter un développement dans leur région d'origine grâce à leur transfert culturel, matériel et financier. Créer une sensibilité dans le pays d'accueil par rapport à leur pays d'origine. Susciter des questionnements nouveaux sur le développement, sur les relations internationales, etc. Insuffler une créativité nouvelle en ces matières. Ils peuvent symboliser une citoyenneté transnationale et solidaire. Les prises de conscience répétitives sur les rôles des migrants dans le domaine du développement ont ainsi renforcé l'émergence de nouvelles pratiques du co-développement. Le co-développement se réfère à l'interdépendance entre le Nord et le Sud, ou l'Ouest et l'Est, à travers les liens créés par les migrants, les gouvernements et des instances privées autour de collaborations visant à contribuer au développement des pays d'origine des migrants et à la valorisation de ces derniers, là où ils sont installés. Le co-développement est un développement partagé, un développement en coopération, en quelque sorte. Il renvoie au partenariat, essentiel pour des échanges équilibrés. Concerne la coopération internationale entre collectivités publiques locales, entreprises et groupements, parmi lesquels des associations de citoyens migrants ou non et des organisations professionnelles. Concerne tant l'économique que le culturel et le social, et par conséquent le politique. Offre une gamme de projets, allant de petites initiatives familiales à des réalisations plus ambitieuses concernant les capacités économiques, création d'entreprises, de richesses ou transfert de fonds, etc. Les capacités sociales, citoyenneté participative dans les espaces d'origine et d'accueil. Les capacités politiques, développement d'instruments d'éducation à la citoyenneté, au développement durable et aux migrations équitables, mais aussi des outils de gestion comme des agences de migration, etc. L'ensemble de ces initiatives peut rendre possible une prospérité. Elles peuvent aussi s'avérer utiles pour endiguer des tendances migratoires inappropriées. Toutefois, elles peuvent présenter des écueils. Les migrants et les institutions nécessitent parfois un soutien et un encadrement pour jouer leur rôle dans une vision ascendante du développement. Théoriquement, il existe plusieurs types de co-développement. Lacroix 2009. Le co-développement pour les migrants. Les politiques de développement, de régulation des migrations, de transferts financiers, de soutien des associations, etc. sont mises en place au niveau national et au niveau international. Les migrants ne sont pas invités à participer à ce niveau décisionnel. Ils ne sont pas acteurs, mais récepteurs de ces politiques. Cette dimension est une facette du co-développement, concernée par une approche macrosociologique. Le co-développement avec les migrants, ce sont les politiques et les dispositifs nationaux, régionaux ou locaux qui encouragent les migrants à participer au processus de développement, par exemple, à travers la création de plateformes associatives ou le cofinancement de projets visant les pays d'origine. Dans ce cas de figure, les migrants coopèrent avec les États, les régions, les provinces ou les communes, ou encore d'autres organismes. Le co-développement par les migrants. Le migrant est ici le principal sinon l'unique acteur. Il monte le projet et le réalise. Le co-développement repose donc sur la capacité du migrant à circuler et à maîtriser les compétences et les contenus exigés par la nature du projet, l'environnement de son pays d'origine et les ressources qu'offre son pays d'accueil, Walmacran 2009. Enfin, le co-développement sans les migrants est également une figure possible. Des collectivités comme des entreprises, des écoles, des clubs, etc. peuvent se s'impliquer dans une relation de co-développement, afin d'approfondir diverses dimensions de leurs pratiques avec des retombées mutuelles en termes de développement social, culturel, économique, pour leurs localités respectives. La présence de migrants au sein de ces pratiques peut être faible, voire nulle. Manso et Boltzmann 2009. On parle dans ce cas d'une coopération décentralisée ou d'une coopération éclatée.
Notre travail se concentre exclusivement sur le co-développement réalisé avec et par les migrants. Dans la suite du livre, nous considérons qu'il n'est de co-développement qu'avec la participation des migrants, parce que ce type d'initiative se base sur le pari d'une double citoyenneté et du développement simultané du double espace migratoire, ou des multiples espaces d'émigration en transit. Nonobstant le fait que les autres initiatives de coopération décentralisée peuvent occasionner du développement partagé, on constate qu'elles ne visent pas ou peu la citoyennisation des migrants, par le biais de leur mobilisation dans des projets de solidarité internationale. 5. Compétences interculturelles. Un apport psychosocial au champ de l'intégration et du développement. Les projets sans les migrants s'aliènent peut-être des compétences, des facilités et des avantages relatifs que des personnes immigrées pourraient apporter à des projets de coopération transnationale. Il est notamment fait référence aux compétences interculturelles que développent des personnes en migration, ou celles qui coopèrent avec des partenaires porteurs de référents culturels différents, Manceau 2002. Les compétences interculturelles sont des compétences sociales particulières. Elles permettent aux personnes, et pas uniquement issues de l'immigration, aux groupes et aux systèmes de faire face, de manière plus ou moins efficiente, à des situations complexes et difficiles engendrées par la multiplicité des univers culturels dans des contextes psychologiques, sociologiques, économiques et politiques inégalitaires. L'efficience en pareille situation, c'est-à-dire la capacité à produire de bons résultats, qui soient valorisants pour l'individu et son groupe en tant que porteur d'appartenance spécifique, serait notamment de pouvoir se décentrer par rapport à certains éléments de sa propre culture, à l'exclusion des autres traits, de construire en d'autres termes des identités ou personnalités interculturelles, soutenables d'un point de vue psychologique. Les compétences interculturelles sont, à un niveau collectif, des capacités directrices rendant possible, dans un espace donné, la gestion positive et valorisante de la diversité culturelle. Elles supposent à tout le moins la prise en compte de potentialités ignorées des acteurs, l'empathie, l'écoute, le croisement des regards sur les choses, ainsi que la possibilité de varier ou d'alterner dans un groupe culturellement hétérogène les codes et les modes de communication. En plus de capacités et attitudes globales et génériques telles qu'ouverture sur le monde et la société, conscience et sensibilité à la différence, culture générale et historique, savoir apprendre, pluralisme politique et philosophique, reconnaissance, compréhension et valorisation de l'autre dans ses potentialités, différences, notamment sa langue et ses modes de communication, et similitudes, décentration, prise de distance, relativité culturelle, etc. Plusieurs classes des apostrophes. Habiletés spécifiques saturent les compétences interculturelles. 1. La capacité à négocier. L'acceptation, l'articulation ou le rejet des éléments culturels exogènes, acculturation, dépendent de la mise en place d'une communication entre porteurs de cultures différentes et en particulier d'une forme spécifique de communication, la négociation-confrontation. Le dépassement non violent ou la prévention des conflits, la restauration de la cohésion sociale sont de fait liés à la construction d'un processus efficient de transaction symétrique. Dans une telle combinaison de logique de conflit et de consensus, l'acculturation devient ni plus ni moins la synthèse des significations que des acteurs sociaux tirent de leurs négociations, internes ou externes, entre positions parfois peu conciliables. 2. L'hétéropraxie. Ce comportement correspond à la construction d'expressions culturelles syncrétiques. Les individus placés dans des contextes pluriculturels développent des relations souples avec leur environnement. L'alternative ne se situe pas pour eux entre le maintien total ou la rupture brusque avec la culture d'origine. Au contraire, les liens communautaires traditionnels donnent un sens à leurs actions d'exploration des opportunités du pays d'accueil. Les conduites qui découlent de cette situation sont comme le résultat d'une balance entre, d'une part, de nouvelles aspirations et d'autre part, des règles de vie plus anciennes qui ont maintenu un certain degré de fonctionnalité. Le résultat obtenu par la conservation de certains comportements traditionnels dans le pays d'accueil est bien l'hétérogénéité des pratiques socio-culturelles juxtaposées. 3. La paradoxalité des conduites identitaires est l'indice non pas d'une absence de conflits internes et ou externes, mais de la capacité à les gérer ou à les digérer. On pourrait ainsi dire que la paradoxalité
correspond à l'habileté à manipuler efficacement les contradictions entre valeurs et projets. Les identités paradoxales apparaissent comme l'expression d'une autogestion créatrice aboutissant à des positions identitaires cohérentes, parce que synthétiques et inattendues parce qu'originales. Les identités paradoxales semblent ainsi pouvoir favoriser l'intégration psychologique d'individus, soumis à la diversification de référents culturels. Elles pourraient également permettre un ajustement social plus ample. L'efficacité de la gestion des contradictions symboliques, rendue visible par la construction progressive d'une certaine congruence socio-culturelle, semble liée à l'appropriation personnalisée des valeurs. Les projets personnels ou collectifs, outils principaux de cette intériorisation critique et spécifique, sont le lieu où s'inventent des conduites identitaires paradoxales. L'accès à la paradoxalité correspond, tant au niveau individuel que groupal, à la résolution positive des conflits normatifs en contexte de confrontation culturelle. Cette résolution n'est réellement possible que par une articulation complexe des divergences, en d'autres mots, par la construction d'un lien logique plus ou moins évident entre la conservation ontologique et la valorisation pragmatique de soi. Aussi, les compétences interculturelles ne sont pas que des compétences sociales, elles sont également psychologiques et engagent la notion d'identité. C'est notamment grâce à ce processus que la double appartenance des migrants cesse d'être encombrante. Dans le pays d'accueil, elle est souvent reprochée à l'immigré qui est sous le coup d'une injonction d'assimilation pure et simple. Cette double appartenance est également lourde, car elle culpabilise l'immigré, comme Sayad, 1999, l'a bien illustré dans le paradoxe de l'altérité. L'immigré a par définition quitté sa terre et les proches que cela représente, mais ne peut l'abandonner au risque d'une grave crise identitaire et relationnelle. Au pays d'origine, on ne manquera pas de lui rappeler ses devoirs en tant qu'enfant du pays. L'investissement affectif et matériel de l'espace d'origine par les migrants, et la pérennité de ce sentiment à travers les années d'exil prennent bien leur source dans cette multiplicité de références ici-là-bas. Les travaux empiriques présentés dans ce livre montrent que cet investissement est bien la principale source des activités que l'on nomme solidarité transnationale des migrants ou co-développement. Par exemple, la paradoxalité de la double appartenance ou comment être congolais et belge à la fois. Une des réponses trouvées par les groupements d'immigrés à ce dilemme est le double espace. Le double espace, les allers-retours, la constitution de réseaux, les comportements de solidarité avec la région d'origine, l'investissement dans cette région, le retour de dividendes de cet investissement en Belgique, même en termes symboliques de reconnaissance, de sentiment d'utilité, de maîtrise. Tout cela constitue bien un exemple de comportement paradoxal et créatif. Investir là-bas pour s'insérer ici. C'est bien l'expression d'une compétence interculturelle collective. L'exemple montre le refus de jouer dans un tableau, ou ceci ou cela, et permet à l'immigré de bénéficier de l'avantage de pouvoir être et ceci et cela. En même temps de répondre à des besoins concrets. Trouver un emploi, répondre de l'obligation psychologique d'intervenir dans son pays d'origine, valoriser son statut au pays d'accueil, répondre à des attentes concrètes des membres de sa famille, etc. Ou tout cela à la fois. En tout cas, le co-développement permet aux acteurs de jouer un rôle de double citoyenneté active. De quoi étancher les frustrations générées par un statut de double absent. La recherche de l'IRFAM sur le co-développement en Belgique présentée dans les chapitres à venir montre que la réussite d'une action de co-développement dépend en partie de l'équilibre à construire entre le degré de focalisation culturelle et affective d'une action sur des lieux et les communautés d'origine des acteurs migrants, et la capacité à s'ouvrir vers de nouveaux réseaux ou puiser de nouvelles ressources nécessaires au développement. Tout se passe comme si la première des deux tendances que l'on peut qualifier de communautaire orientait les acteurs vers des postures de lobbying ou encore de mentorat. Toute posture visant à maximiser les bénéfices d'une action orientée dans sa démarche et dans sa localisation vers ce qui est perçu comme étant la cause commune d'un groupe défini par des marqueurs ethniques. Un groupe par ailleurs éclaté dans un espace transnational que l'on peut nommer aussi Diaspora 4. On constatera que dans la majeure partie des cas observés en Belgique, cet espace est clairement orienté nord-sud. Des moyens mobilisés au nord à travers des campagnes de sensibilisation sont transférés au sud,
dans un élan qui suscite également des transferts de compétences, souvent au moyen de collaboration, de liens informels, etc. Le tout laisse entrevoir un fonctionnement que l'on peut ressentir comme fermé au sein d'une communauté, au sein d'une certaine vision du développement fermé par des rapports de dons à sens unique. La seconde tendance renvoie à contrario à une logique d'ouverture et requiert des tâches de médiation, de lien entre des groupes au sud et des groupes au nord, entre groupes d'origine, de conditions, de formation, etc. différentes. Cette logique sous-entend la coopération. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.